America is back. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالروح بالدم تكون لعنة عليكم نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، وهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, un programme réalisé par Jalil Lakhdar, coordonné par Sami Haheli, Marim Abdou, pour vous accompagner au micro. La Syrie à nouveau transformée en théâtre de guerre suite à une attaque surprise accompagnée d'une expansion soudaine des forces de Hayat Tahrir al-Sham. L'origine du groupe remonte à Jabhat al-Nusra, fondée en 2012 en tant que branche d'Al-Qaïda en Syrie, puis annonça sa défection de l'organisation sous le nom de Jabhat Hayat al-Sham en 2016 avant d'absorber d'autres groupes et de devenir Hayat Tahrir al-Sham l'année suivante. Dans un communiqué de l'armée arabe syrienne, il est précisé que ces attaques dirigées par Hayat Tahrir al-Sham en collaboration avec des forces étrangères, sans plus de précision, ne peuvent pas être le résultat du moment, mais qu'elles s'inscrivent plutôt dans le cadre d'un plan préparé depuis plusieurs mois, sinon plus, dans des salles qualifiées de secrètes et fermées. De son côté, Téhéran, par la voix de son président, met l'accent sur l'intégrité territoriale de la Syrie. L'intégrité territoriale de tous les pays doit être respectée et nous ne devons permettre, sous aucun prétexte, qu'elle soit violée. En conséquence, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir en offrant toute l'assistance nécessaire pour établir la sécurité et la paix, ainsi que pour lutter contre le terrorisme. Avec nous en ligne à partir de Washington, Monsieur Ziad Hafez, merci d'accepter notre invitation. Vous avez été secrétaire général de la conférence arabe et du Forum nationaliste. Monsieur Ziad Hafez, quelle analyse faites-vous de la situation qui prévaut actuellement en Syrie? Écoutez, la recrudescence des opérations militaires en Syrie est une continuation, d'une part, de ce qui s'est passé en Palestine et d'autre part, une extension du conflit en Europe orientale, c'est-à-dire l'Ukraine. Les partis en présence sont des partis qui sont directement en conflit et en Ukraine et en Palestine. Ça, c'est l'aspect global de la situation militaire en Syrie. Quels sont les enjeux? Le fait que la Syrie est une pièce importante dans le dispositif de l'axe de la résistance en étant le moyen de communication des armements provenant de l'Iran vers le Liban. Ce qui fait que les opérations militaires visent à créer un cordon sanitaire et à la frontière irakienne, syrienne et à la frontière syro-libanaise pour empêcher le flux des armes de continuer. Donc c'est une continuation d'une autre manière du conflit en Palestine. Voilà comment je vois la chose à ce stade-là. Aussitôt le cessez-le-feu décrété au Liban, les groupes armés apparaissent et tentent de prendre d'assaut Haleb, une ville stratégique en Syrie. Les combats actuels sont les premiers d'une ampleur, on va dire, sans précédent depuis 2020. Est-ce que c'est lié à la situation, on va dire, de la résistance, aussi bien au Liban qu'en Palestine, Monsieur Ziad Hafez? Oui, bien sûr. L'objectif de cette attaque, c'est de créer un cordon sanitaire en Syrie en collaboration avec les services occidentaux et l'entité sioniste pour étouffer, si l'on peut dire, le Hezbollah dans le conflit de la Palestine. Ça, c'est l'objectif. C'est certainement pas pour établir ni un califat, ni pour établir soi-disant le discours politique des années 2011-2012, créer une certaine démocratie en Syrie. Ça, ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif est purement et simplement de dégrader les capacités militaires de la résistance au Liban et cela nécessite
de contrôler la Syrie. La Syrie est une pièce fondamentale dans le dispositif de l'axe de la résistance. La Syrie a de tout temps constitué une sorte de paravent. Est-ce que il y a eu, selon vous, un schéma croissant ou décroissant des attaques de l'entité sioniste contre la Palestine et attaques du Liban pour la suite décréter ou obliger un cessez-le-feu? Car nous le voyons aujourd'hui, monsieur Ziad Hafez. Avant le cessez-le-feu, les forces d'occupation n'arrivaient pas à franchir les 2 kilomètres à l'intérieur du territoire libanais. Aujourd'hui, ils ont franchi à peu près 10 kilomètres, disons-le ainsi. Est-ce qu'il y avait un schéma décroissant qui avait pour finalité ce que l'on a constaté tout récemment en Syrie? Disons que les forces d'occupation ont utilisé le cessez-le-feu pour avancer de quelques kilomètres au sud du Liban. Mais leur capacité à rester n'est pas du tout évidente parce que le Hezbollah a répliqué il y a 2 jours, oui. Et ce qui a forcé les Américains à intervenir, à dire que non, nous sommes toujours soucieux de maintenir ce cessez-le-feu, et ils ont fait pression sur le gouvernement de Netanyahou. Maintenant, l'évolution des choses est une autre paire de manches, c'est-à-dire que tôt ou tard, les Israéliens doivent se retirer s'ils veulent que ce cessez-le-feu se maintienne. La résistance est loin d'être battue. Au contraire, ce qui est défait militairement sur le terrain, ce sont les Israéliens qui n'ont pas réussi, comme vous l'avez dit, à pénétrer les 2 kilomètres, alors qu'en 2006, ils étaient parvenus à avancer beaucoup plus que cela au sud du Liban. À Gaza non plus. C'est vrai qu'ils occupent le nord de Gaza, mais ils n'ont pas du tout défait la résistance de Hamas qui continue à se battre. Donc les objectifs militaires de l'entité sioniste n'ont pas été atteints. Ce qui fait que le cessez-le-feu a été effectué à la demande de l'entité sioniste, surtout de l'armée, qu'il était plus en mesure de continuer cette aventure. Et c'est pour cela que nous avons eu ce cessez-le-feu. Maintenant, le Liban a accepté le cessez-le-feu parce que d'abord il est soucieux, le Hezbollah, de soulager un peu la population. Ensuite, parce que le cessez-le-feu n'implique aucune concession, ni politique, ni militaire, de sa part. Par conséquent, c'est un répit et on va voir au bout de ces 60 jours si la situation va durer ou pas. En ce qui concerne la Syrie, oui. La Syrie est venue justement pour, dans une stratégie globale, de tout faire la résistance au Liban. C'est ça l'objectif de toute l'attaque. Ce n'est pas autre chose. C'est d'abord infliger une gifle à l'Iran et éventuellement aussi à la Russie, et en même temps d'empêcher les communications entre l'Iran et le Hezbollah. Vont-ils réussir? Je doute très fort, parce que ce qui s'est passé en 2011, pendant 4 ans, la Syrie était toute seule, et c'est pour ça qu'à l'époque, les terroristes avaient réussi à occuper de larges parties. Aujourd'hui, depuis le début, nous avons l'implication et de la Russie et de l'Iran, éventuellement une partie du Hezbollah et une partie des forces populaires en Irak. Donc l'équation est différente. Mais ce qui est aussi plus important, c'est que cette opération n'a absolument pas une couverture politique arabe, contrairement à ce qui s'était passé en 2011. Absolument. Aujourd'hui, des pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats ont vite accouru pour assurer leur soutien à l'État et à l'intégrité du territoire syrien, ce qui n'était pas du tout le cas en 2011-2012. N'oubliez pas que ce sont ces mêmes pays qui avaient mis la Syrie au banc de la Ligue arabe. Et la Ligue arabe aujourd'hui manifeste ou déclare son soutien. Donc l'équation politique a beaucoup changé. Maintenant, tout dépend de l'évolution des choses sur le terrain. Ça risque de prendre un peu de temps, mais je ne pense pas que la capacité militaire d'endurer une opération à longue portée de sodomise, surtout avec la détermination de la coalition qui consiste l'armée syrienne, bien sûr, la Russie et l'Iran, et avec des unités du Hezbollah et du mouvement populaire irakien. Oui, le Hashd al-Sha'bi. Voilà comment je vois l'équation. Oui, alors, je rappelle tout de même à nos auditeurs que la Syrie a été réadmise l'an dernier au sein de la Ligue arabe. Aujourd'hui, un grand jeu semble se dessiner en Syrie. À qui profite? Puisque, au final, beaucoup de pays, ou au grand nombre de pays, se prononcent pour l'intégrité territoriale de la Syrie. À qui profite l'affaiblissement de Bachar al-Assad?
Bien sûr, à Israël et aux Américains et à l'Occident, c'était leur objectif depuis 2010, d'affaiblir la Syrie et éventuellement aboutir à un changement de régime. N'oubliez pas ce qui est en train de se passer maintenant en Géorgie. Oui. Les Américains n'ont pas cessé de vouloir changer les régimes qui sont favorables à la Russie. Les élections en Roumanie sont très claires. Absolument. Et ce qui vient de se passer aussi en Corée du Sud, où le Parlement à majorité veut un rapprochement avec la Corée du Nord, et le président qui est avec sa coalition minoritaire a essayé d'imposer la loi martiale. Donc il y a c'est un mouvement global au niveau de la planète qui est en train de se passer, une lutte contre l'hégémonie américaine et occidentale avec les divers acteurs dans les pays du Sud global. Monsieur Ziad Hafez, rappelons également que 3,5 millions de réfugiés syriens sont installés en Turquie. Recep Tayyip Erdogan avait tenté de négocier directement avec Bachar al-Assad ou tantôt par l'entremise de la Russie. Bachar al-Assad qui a exigé au préalable le retrait de toutes les forces turques de Syrie. C'est exactement ça l'objectif même de M. Erdogan, forcer M. Bachar al-Assad à venir à la table de négociation avec en position de force pour la Turquie. Et ce n'est pas acceptable parce que la Syrie, qui dans les pires moments n'a pas accepté de céder une pouce de sa souveraineté sur le territoire syrien, ce n'est certainement pas à ce stade-là qu'elle va le faire. Donc c'est une partie de bras de fer qui est engagée. M. Erdogan, ses intérêts stratégiques ne sont plus avec l'Occident, ne sont plus avec l'Europe, mais avec le bloc Eurasie et surtout ses alliances avec la Russie, ou ses accords avec la Russie et l'Iran qui ont énormément conforté l'économie turque. Je ne vois vraiment pas pourquoi il va les mettre en échec. Mais il faut regarder aussi la carte. La géographie est très importante. N'oubliez pas que la Turquie contrôle les Dardanelles, qui est le passage vers la mer Noire. La Turquie aussi possède aussi d'autres cartes à jouer qui sont très importantes, qui est l'influence qu'elle possède sur les pays de l'Asie centrale, qui sont tous d'origine turque ou qui gravitent dans l'orbite turque. Donc il y a des éléments de négociation pour M. Erdogan. L'Azerbaïdjan, qui est une pièce maîtresse dans le corridor nord-sud entre la Turquie, entre la Russie et le Golfe, est aussi très proche du gouvernement de M. Erdogan. Donc il y a des cartes que M. Erdogan dispose et qui va essayer de les jouer. Mais à moyen et long terme, il ne peut pas aller contre ses intérêts stratégiques. De plus, à l'intérieur en Turquie, beaucoup d'éléments, l'opposition en Turquie est en train de réclamer de tendre la main à la Syrie pour trouver un accord. Mais n'est-il pas normal, monsieur Ziad Hafez, n'est-il pas normal que Recep Tayyip Erdogan demande à la Syrie de récupérer les 3,5 millions de réfugiés syriens qui sont aujourd'hui sur le sol turc? Non seulement, n'oubliez pas que si le conflit dure, c'est pas 3,5 millions, ça peut monter à 4 ou 5. Absolument. Je ne pense pas que la Turquie est en mesure d'accueillir plus de réfugiés. Et elle n'est plus en mesure d'exporter ces réfugiés vers l'Europe. Il y a un mouvement en Europe qui refuse cela. Donc, M. Erdogan pense pouvoir obtenir un règlement plus ou moins rapide sur la table de négociation. Est-ce que cela va être possible? Je n'en sais rien. Mais tout dépend un peu de l'évolution des choses sur le terrain. Si l'attaque est stoppée au faubourg de Hama, donc tout l'objectif stratégique de couper les lignes de communication entre l'Irak, la Syrie et le Liban tombe à l'eau. Donc l'objectif de cette attaque n'est plus de mise. Voilà où nous en sommes. Maintenant, on va peut-être entrer dans la phase de négociation. Ceci est à moi, ceci est à toi. Ça, on ne le sait pas exactement. On va voir un peu. Il y a, je crois, aujourd'hui ou demain, une réunion des chefs d'état-major des quatre parties impliquées. On va voir qu'est-ce que ça va donner. En 2020, Donald Trump avait durci les sanctions contre Damas, placées sous embargo économique avec la loi César. Rappelez-vous, aujourd'hui, avec le retour de Donald Trump, allons-nous assister à une confrontation frontale sur le sol syrien. La Russie est un allié de la Turquie, mais aussi de la Syrie. La Turquie est un allié des États-Unis. Allons-nous assister à une confrontation frontale, monsieur Ziad Hafez?
En un sens, ce qui se passe est une confrontation frontale. Mais avoir des troupes américaines sur le terrain, je doute très fort. Parce que l'inclination de M. Trump, c'est de se retirer de la Syrie. Il avait essayé de le faire, mais l'État profond aux États-Unis, on en avait empêché. Et les déclarations de M. Vance, son vice-président élu, ainsi que M. Robert Kennedy, qui sera membre influent du cabinet de M. Trump, disent que nous ne voulons pas être impliqués en Syrie, qu'il faut se retirer de la Syrie. Et que M. Trump avait voulu se retirer de la Syrie, mais le Pentagone, l'État profond, l'en avait empêché. C'est toujours de mise pour l'instant pour M. Trump. Donc je ne vois vraiment pas comment ils peuvent continuer sans un appui direct de la part des Américains. Aujourd'hui, une partie de l'État profond est en train de créer une situation de fait accompli en Syrie pour empêcher M. Trump de penser à retirer ses troupes de l'Est de la Syrie et du Nord-Est. Va-t-il réussir? Je pense que oui, parce que l'équation politique aux États-Unis a changé. Ce n'est plus la même chose que c'était en 2020 ou durant le premier mandat de M. Trump. Beaucoup de choses ont changé à l'intérieur des États-Unis. M. Trump est en position de force. Il a un mandat politique. Il a gagné ses élections avec non seulement au collège électoral, mais au niveau populaire et au niveau du Parlement, du Congrès. Donc, il possède des cartes assez importantes pour pouvoir appliquer sa politique et obliger. Et l'équipe qu'il a choisie, même s'ils sont des gens, des jusqu'au-boutiste néoconservateurs, mais ils n'ont pas de base politique et leur allégeance va être essentiellement pour M. Trump. Donc, ce ne sont pas des gens qui auront la capacité de mettre les bâtons dans les roues, comme ça s'est passé la dernière fois avec M. Pompeo et M. Bolton, qui ont ouvertement contrarié les orientations de M. Trump. Cette fois-ci, on ne va pas avoir, je ne pense pas que cela va être possible. Monsieur Ziad Hafez, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Ziad Hafez a été secrétaire général de la conférence arabe et du forum nationaliste. Lors d'une récente rencontre avec plusieurs personnalités et diplomates étrangers, Hakan Fidan, ministre des Affaires étrangères turc, a tenu à préciser la position de son pays au sujet des derniers développements en Syrie, pays voisin et frontalier. À cet effet, Fidan a rappelé que la Turquie se préoccupe avant tout de la sécurité de ses frontières et qu'il n'armait ni ne permettait à aucun groupe kurde, précise le chef de la diplomatie d'Erdogan, d'influencer la profondeur de la sécurité nationale turque. Les récents développements montrent une fois de plus que Damas doit parvenir à un accord avec son propre peuple et avec l'opposition légitime. La Turquie est prête à apporter toutes les contributions nécessaires dans cette direction. La Turquie ne permettra jamais, en aucun cas, à des organisations terroristes de tirer profit de l'environnement d'instabilité. Nous éliminerons toute menace à notre sécurité nationale et à notre peuple, d'où qu'elle vienne. Hakan Fidan a souligné que la Turquie n'est pas directement impliquée dans la gestion opérationnelle des attaques des groupes armés d'opposition syriens, mais qu'elle ne peut pas s'opposer à ces groupes ni les entraver, car la priorité est d'assurer la sécurité de ses frontières. Avec nous en ligne à partir d'Istanbul, Monsieur Sinan Ülgen, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes ancien diplomate turc, fondateur du Centre de recherche pour l'économie et la politique étrangère de la Turquie, EDAM Think Tank. Monsieur Sinan Ülgen, Fidan a évoqué l'enjeu sécuritaire pour la Turquie. Que faut-il y voir, Monsieur Sinan Ülgen? Pour ce qui concerne la Turquie, il y a essentiellement 3 éléments quand on parle de la sécurité nationale envers la Syrie. Le premier, c'est la présence du YPG qui est lié au groupe terroriste PKK. Aujourd'hui, ce groupe contrôle 1/3 du territoire de la Syrie et dès lors, l'objectif du gouvernement d'Ankara, c'est d'empêcher que ce territoire soit utilisé comme un pôle pour mener des activités terroristes contre les intérêts de la Turquie et au sein du territoire turc. Oui. Donc ça, c'est si vous voulez, c'est l'objectif primordial.
Le deuxième, c'est aussi d'empêcher que ce type d'activité soit mené par d'autres groupes que la Turquie considère comme des groupes terroristes, et en l'occurrence le HTS, qui est très présent à la frontière de la Turquie, en l'occurrence dans la zone d'Idlib. Et le troisième objectif de la Turquie, c'est d'assurer que la Syrie maintient son intégralité territoriale, parce que le scénario alternatif, ça sera vraiment un scénario de déstabilisation que la Turquie souhaiterait à tout prix empêcher. Nous allons évoquer évidemment l'intégrité territoriale de la Syrie qui doit être préservée. C'est aussi ce qu'a indiqué le président turc Recep Tayyip Erdogan. Mais avant tout, pour la précision à nos auditeurs, Ankara parle tantôt d'opposition et tantôt de groupes terroristes. De qui s'agit-il précisément? Car le flou peut être autorisé dans ces conditions, Monsieur Sinan Ölgen. Oui, enfin, du point de vue d'Ankara, il y a essentiellement deux groupes terroristes, l'un plus important que l'autre. Donc, le premier, comme je viens de l'évoquer, c'est le YPG qui est lié au PKK. Il y a un lien organique entre ces deux entités-là. Et donc, le gouvernement turc parle des groupes terroristes, c'est en premier lieu le YPG. Mais en deuxième lieu, il y a d'autres groupes, et ici, il faut aussi évoquer le HTS. Le groupe Tahrir al-Sham, qui était précédemment appelé le groupe Nusra. Oui, et donc la Turquie l'a inclus dans la liste des groupes terroristes depuis 2018. Et quand la Turquie parle de l'opposition, c'est essentiellement l'opposition qui a mené la lutte contre Assad, que la Turquie a soutenue avec d'autres pays d'ailleurs, qui aujourd'hui s'appelle essentiellement l'armée nationale syrienne. L'opposition, faut-il le préciser, s'est réunie à Astana pour discuter d'un processus politique, un processus qui a mené à une trêve il y a de cela quelques années, jusqu'à très récemment, Monsieur Sinan Ölgen. Comment envisage la Turquie le retour du processus politique? Effectivement, le processus d'Astana a mené à une trêve qui est maintenant mise en péril, en quelque sorte. Mais la raison principale pour laquelle cette trêve est maintenant en péril, c'est le refus d'accepter une solution politique qui soit inclusive pour la totalité de la Syrie. Il n'y a pas eu de progrès à cet égard-là. Du point de vue du gouvernement d'Ankara aussi, un autre élément important était d'avoir un consensus avec Assad pour le retour des réfugiés. Et là aussi, il y a eu aucun progrès, et ceci a créé une situation au sein de la Syrie qui a donné lieu à des frustrations et dès lors à plus d'instabilité qui a provoqué cette fois-ci ces bouleversements qu'on a vus. Monsieur Sinan Ölgen, ancien diplomate turc, fondateur du Centre de recherche pour l'économie et la politique étrangère de la Turquie, EDAM Think Tank. Monsieur Sinan Ölgen, il y a de cela quelques années, Ankara a demandé à ce qu'il y ait une zone, on va dire, une zone tampon dans le nord de la Syrie. Demander une zone tampon, est-ce que ceci n'est pas en opposition avec cette volonté de préserver l'intégrité territoriale de la Syrie en l'occurrence? Ça l'est, théoriquement, mais ça c'est une mesure temporaire. C'est une mesure qu'Ankara prônait jusqu'à ce qu'il y ait un compromis, un accord politique pour le futur de la Syrie. Donc c'est pas une mesure que la Turquie souhaite garder à travers de longues années. Au contraire, dès qu'il y a une solution politique en Syrie, qui devrait aussi apporter des réponses à cette crise sécuritaire, il n'y a aucune raison pour qu'Ankara garde ses troupes dans un autre pays limitrophe. Le fait que la Turquie, votre pays, abrite 3,5 millions de réfugiés syriens, ce facteur pousse-t-il la Turquie à accélérer une réconciliation interne, de façon à ce que le retour des Syriens en Syrie se fasse le plus tôt possible? C'est un paramètre qui figure dans tous les discours politiques, Monsieur Sinan Ölgen. Oui, absolument. Et c'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui il y a un degré de frustration, encore une fois, avec le gouvernement d'Assad, parce que après le trêve qui a été donc évoqué par le biais du processus d'Astana, Ankara a souhaité entreprendre une démarche politique avec Assad pour pouvoir délibérer
sur cette question du retour des réfugiés. Mais il n'y a eu aucun progrès à ce sujet. La réponse du gouvernement d'Assad n'a pas ouvert ce créneau et dès lors, ceci reste un objectif de premier lieu pour le gouvernement d'Ankara. C'est un discours qui est tenu par plusieurs capitales étrangères, notamment. Toutefois, Monsieur Sinan Ulgen, le ministre des Affaires étrangères turc, Monsieur Hakan Fidan, précise que la reprise du conflit en Syrie n'est pas le résultat d'une intervention extérieure. Comment lisez-vous ce propos? Oui, je pense que l'analyse à Ankara, c'est que ceci est arrivé finalement par un rebalancement au sein de la Syrie de la présence des acteurs étrangers et en l'occurrence surtout l'Iran et les militants liés au gouvernement de l'Iran. Ceci, en quelque sorte, a été la conséquence de la crise de Gaza, où Israël a essentiellement mené cette démarche contre les alliés de l'Iran dans la région, en particulier le Hezbollah, qui était une force majeure pour protéger et maintenir le règne et le soutien du gouvernement d'Assad. Ça, c'est peut-être un premier point. Et le deuxième point, c'est que le deuxième pouvoir étranger qui a soutenu Assad, c'était la Russie. Et la Russie, aujourd'hui, est beaucoup plus concentrée sur la guerre en Ukraine. Et de lors, son soutien militaire pour Assad a aussi été affecté par ça. Et, si vous voulez, ce fenêtre d'opportunité qui a été saisi par l'opposition, en l'occurrence. Votre pays, la Turquie, est également pointé du doigt, Monsieur Sinan Ulgen. Certaines parties supposent que la Turquie soutient l'opposition. N'est-ce pas une forme de soutien ou d'intervention politique, entre guillemets, extérieure? Depuis 2011, de toute manière, la Turquie a eu cette volonté de soutenir l'opposition contre Assad. Mais ceci a changé avec le processus d'Astana. Mais il y a toujours des liens avec l'opposition qui est maintenant appelée donc l'armée syrienne nationale. Il y a toujours ces liens qui restent avec le gouvernement d'Ankara. Mais finalement, ce processus est un processus que la Turquie souhaite encore une fois parler, discuter avec Assad. Et ça sera quelque chose qui va de toute façon changer s'il y a un consensus politique pour le futur de la Syrie. Le président Erdogan rajoute que toutes les mesures peuvent être prises pour prévenir les différentes actions menées en Syrie. Quelles mesures cela suppose-t-il, Monsieur Sinan Ulgen? Cela essentiellement fait référence à la présence de la Turquie en Syrie. Il y a des zones où la Turquie a établi un cordon sanitaire pour empêcher l'infiltration des groupes terroristes. Et dès lors, si la situation devient encore plus fragile en Syrie, la Turquie pourrait concevoir un élargissement géographique de ce cordon sanitaire. Mais encore une fois, ceci est une mesure temporaire. Élargissement du cordon sécuritaire, n'est-ce pas empiéter sur le territoire syrien, évidemment? Oui, encore une fois, théoriquement, c'est le cas. Mais c'est la seule manière dont la Turquie a réussi à empêcher cette fragilité devenir un crise sécuritaire pour la Turquie, mais aussi a maintenu la position que c'est une mesure transitoire qui va de toute façon être d'une manière ou d'une autre donnée fin dès qu'il y a un consensus politique en Syrie. Sans l'aval de Damas, Monsieur Sinan Ulgen. C'est ce qui est reproché par Damas. Oui, mais si Damas avait eu la capacité de contrôler son propre territoire, il n'y aura pas eu besoin de ce type de manifestation. Dans une déclaration qui vient de tomber, le Kremlin indique suivre de près ce qui se produit en Syrie et être prêt à engager un dialogue continu dans ce sens avec Damas. Comment jugez-vous cette déclaration, Monsieur Sinan Ulgen? Est-ce qu'il ne vous semble pas que une déclaration de ce genre aurait été sans doute la bienvenue de la part d'Ankara? Oui, tout à fait, parce que effectivement, la Turquie a souhaité que la Russie ait la possibilité de jouer un rôle plus constructif pour faire pression sur Assad pour qu'il y ait un dialogue soutenu et réaliste avec la Turquie. Mais ceci n'a pas été le cas. Donc peut-être que maintenant, ça sera le cas.
Monsieur Sinan Ülgen, ancien diplomate turc, fondateur du Centre de recherche pour l'économie et la politique étrangère de la Turquie, Edam Think Tank, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Vous étiez avec nous à partir d'Istanbul ou d'Ankara? Aujourd'hui, Istanbul. Très bien. Vous êtes avec nous à partir d'Istanbul. Merci beaucoup, monsieur. Merci bien. Suite à la recrudescence des tensions en Syrie, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a mis en garde mercredi contre une résurgence de Daesh dans le pays. Le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, emboîte le pas et évoque le processus politique. Nous ne voulons voir aucun pays essayer de tirer profit de la situation en Syrie, de l'instabilité qui y règne. Nous attendons de tous les pays qu'ils utilisent leur influence, leur pouvoir pour encourager une désescalade, la protection des civils et à terme avancer dans le processus politique. Ce que nous souhaitons voir, en fin de compte, c'est un processus politique qui permette au peuple syrien de déterminer qui seront les dirigeants. De son côté, Moscou coordonne avec ses alliés, nous dit Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe. Les ministres des Affaires étrangères des 3 pays, Russie, Iran et Turquie, sont en contact étroit. Nous espérons que tous les États qui ont une influence sur la situation en Syrie l'utiliseront pour rétablir rapidement la sécurité et la stabilité. Pays voisin de la Syrie, l'Irak annonce avoir dépêché des blindés pour renforcer la sécurité à sa frontière avec la Syrie. Des unités de blindés de l'armée irakienne ont été envoyées en renfort vers la frontière sur un axe allant d'El Qaïm jusqu'à la frontière jordanienne plus au sud, selon le ministère de la Défense irakien. Des renforts similaires ont aussi été déployés sur la zone frontalière nord dans la province de Ninive. Toute infiltration à la frontière syro-irakienne est absolument impossible du fait des fortifications et des unités de combat qui s'y trouvent, a déclaré lors d'un point de presse le porte-parole du ministère de l'Intérieur, le général Muqdad Miri. Avec nous en ligne, à partir de Bagdad, Monsieur Hossein El-Hunayn. Saïdi, shukran li hudurikum ma'ana. Hossein El-Hunayn a été conseiller politique des anciens chefs du gouvernement d'Irak, Adel El-Mahdi et Mustafa El-Khadimi. Monsieur Hossein El-Hunayn, le chef du gouvernement, a évoqué des mesures sécuritaires le long des frontières. Que faut-il comprendre, Monsieur Hossein El-Hunayn? Saïd Hossein El-Hunayn, قال المتحدث باسم الحكومة العراقية أن الحكومة اتخذت إجراءات وتدابير أمنية لمنع انتقال أي قوات من داخل العراق إلى سوريا. نعم، شكرا جزيلا وتحياتي لكم في الجزائر. لك الشكر سيدي. Le gouvernement irakien est aujourd'hui uni avec les autres forces politiques du pays, ainsi qu'avec le peuple irakien dans toutes ses composantes au sujet de la question syrienne, car il s'agit d'une question de sécurité nationale pour l'Irak. Et par conséquent, il n'existe aucune divergence entre les composantes irakiennes, ni au plan officiel, ni au plan populaire. Dans cette optique, le gouvernement irakien a pris des décisions visant à protéger ses frontières, établissant 3 lignes de défense constituée par l'armée irakienne, complétée par une 4e ligne assurée par les forces de mobilisation populaire dites Hashd al-Shabi, afin de prévenir toute infiltration de groupes terroristes depuis le territoire syrien vers l'Irak. Toutefois, il existe en parallèle un soutien significatif envers le gouvernement syrien, notamment face à des groupes terroristes bien connus et reconnus comme tels à l'échelle internationale. Malheureusement, certains États continuent à jouer sur les mots, à l'image des États-Unis, qui, bien qu'ayant classé ces groupes comme terroristes, interagissent directement ou indirectement avec eux. Cela a été illustré récemment lors des débats au Conseil de sécurité sur la situation en Syrie. Pour ce qui est de l'Irak, notre pays jouit d'une stabilité étatique, d'une armée bien structurée et d'un armement solide. Cela nous permet de soutenir efficacement le gouvernement syrien et de contribuer à la libération du peuple syrien de cet enfer terroriste qui perdure depuis 2011. Le porte-parole officiel, M. Bassem Al-Awadi, s'exprime non seulement au nom du gouvernement irakien,
mais aussi en tant que représentant du Parlement irakien et de l'ensemble des forces politiques ayant formé ce gouvernement. Notre objectif principal est de soutenir le gouvernement syrien dans la mesure où cela sert à protéger nos frontières contre toute incursion terroriste. Nous avons en effet tiré de douloureuses leçons de l'année 2014 lorsque ces groupes avaient pris d'assaut la ville de Mossoul, entraînant un lourd tribut en vie humaine, en ressources financières et en victimes pour libérer la ville à l'époque. C'est pourquoi l'Irak ne peut attendre passivement les répercussions des événements qui se déroulent au-delà de ses frontières. Le gouvernement irakien, tout comme les autres forces populaires et parlementaires, a ainsi pris des mesures proactives pour empêcher toute évolution susceptible de nuire à la stabilité interne du pays. À cet égard, notre soutien au gouvernement syrien n'est pas motivé par une quelconque sympathie, mais par une lutte déterminée contre les groupes terroristes où qu'ils se trouvent. Notre expérience nous a enseigné que ces groupes sont d'une extrême dangerosité, qu'ils s'opposent à l'humanité et qu'ils constituent une menace pour la stabilité de toute la région. Compte tenu justement de l'expérience politique et sécuritaire de votre pays, j'aimerais connaître l'approche qu'a l'Irak de ces groupes classés par certaines parties, tantôt opposition, tantôt terroristes. Quelle classification en faites-vous, Monsieur Hossein El-Hunayn? للعراق سيد حسين الحنيني تجربة في هذا المجال. بعض الجهات تروج بأخبار يعني نوعا ما خاصة، تقول بأن هذه الجماعات جماعات تطالب بحرية والديمقراطية، وجماعات أخرى تقول بأنها جماعات إرهابية. كون العراق لديه يعني تجربة في هذا المجال، ما قولكم فيما يقال سيد حسين الحنيني؟ La situation en Syrie est en vérité extrêmement complexe et multidimensionnelle. Toute personne lambda risque de commettre des erreurs d'évaluation face à de telles circonstances. En Irak, en tant qu'hommes politiques, nous avons traversé des expériences douloureuses qui nous ont appris que les slogans ne suffisent pas lorsqu'ils sont confrontés à la réalité. L'expérience nous montre qu'il existe des groupes terroristes extrémistes qui brandissent des slogans non seulement contre l'ensemble du peuple irakien, mais plus particulièrement contre la majorité chiite, appelant à leur extermination et à la destruction des sanctuaires sacrés en Irak. Cela explique pourquoi la majorité du peuple irakien, probablement plus de 90%, ainsi que le gouvernement irakien et son parlement, qui en est le représentant légitime, refusent de tomber à nouveau dans ce piège. Cette semaine encore, des personnalités influentes telles que Kamal al-Kharazi, conseiller du guide suprême iranien, ou Ali Akbar Wilayti, a affirmé que la Turquie était tombée dans un piège tendu par Israël et les États-Unis. La poussant à adopter des comportements erronés sur cette question, nous espérons sincèrement que la Turquie, un pays ami, voisin et partenaire stratégique de l'Irak avec lequel nous entretenons des relations commerciales solides et réciproquement influentes, ne poursuivra pas cette voie qui pourrait, à terme, s'avérer regrettable. Monsieur Hossein El-Hunayn, le chef du gouvernement irakien Mohammed al-Soudani a informé le président turc que l'Irak ne restera pas les bras croisés face à la gravité de la situation en Syrie. Il a aussi appelé au respect de l'unité territoriale de la Syrie et de sa souveraineté. Le président irakien a indiqué que son pays, l'Irak, fera tout le nécessaire pour aider la Syrie à faire face, je cite, au terrorisme. السيد حسين الهنين، أبلغ رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني الرئيس التركي أن العراق لن يقف متفرجا على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، داعيا إلى احترام وحدتها وسيادتها. ويذكر كذلك أن الرئيس السوري أجرى اتصالات هاتفية مع عدد من القادة العرب، منهم الرئيس العراقي الذي قال أن أمن سوريا والعراق مرتبط مع استعداد العراق لتقديم كل ما يلزم لدعم سوريا في مواجهة الإرهاب. ماذا يقصد بهذا؟ تقديري أن
Selon mon analyse, l'Irak dispose actuellement d'une puissance militaire significative, avec la capacité d'influer sur la situation en Syrie tout en protégeant efficacement ses frontières. À ce sujet, la position du Premier ministre irakien a été claire et sans ambiguïté lors de ses échanges avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. L'Irak ne restera pas spectateur face à des développements qui pourraient, plus tard, compromettre notre sécurité nationale. Cela pourrait même conduire, si nécessaire, à l'envoi de forces irakiennes en Syrie pour participer à certaines opérations, à l'instar de la Russie, de l'Iran ou d'autres États. L'Irak est en mesure aujourd'hui de protéger ses frontières de manière proactive. Nous ne pouvons attendre que le terrorisme atteigne nos portes. Il est impératif de combattre ce fléau dans le Moyen-Orient. Cette approche ne reflète pas uniquement l'avis du Premier ministre, mais également celui de l'ensemble des forces politiques ayant formé ce gouvernement. Monsieur Hossein El-Hounein, en dépit des entraves passées, Barded a des relations importantes, aussi bien avec Damas qu'avec Ankara. بالرغم من كل العراقيل الماضية لبغداد علاقات سياسية واستراتيجية مع تركيا وعلاقات كذلك مع سوريا. La situation demeure complexe et entrelacée à tel point que des contradictions flagrantes apparaissent. Par exemple, en Syrie, certains groupes sont qualifiés de terroristes par les États-Unis, mais parallèlement, d'autres factions américaines soutiennent ces mêmes groupes. Cette ambivalence se manifeste également dans la position de la Turquie. Avec la Turquie, nous partageons des relations historiques qui remontent à plusieurs siècles, ainsi que des échanges commerciaux d'une importance cruciale. L'Irak, de par son poids économique, peut exercer une pression sur la Turquie en adoptant des sanctions commerciales. Cependant, l'inverse n'est pas aussi envisageable car la Turquie dépend également de ses relations économiques avec l'Irak. Sur ce point, la position du Premier ministre irakien a été ferme et explicite. Quant à la Syrie, notre soutien au gouvernement syrien ne découle pas d'un quelconque attachement envers le président syrien ou son administration, mais d'une vision stratégique dictée par nos intérêts nationaux, la stabilité régionale et la sécurité des frontières. Si nous privilégions un camp, ce choix est motivé par le fait que nous préférons un gouvernement établi en Syrie plutôt que des groupes terroristes stationnés aux frontières de l'Irak. سيد حسين الهنين شكرا جزيلا سيدي لحضوركم معنا شكرا. أهلا وسهلا. Hossein El-Hounein était conseiller politique de l'ancien chef du gouvernement Adel El-Mahdi. Il a également été conseiller politique de l'ancien chef du gouvernement Mustafa Al-Kadhimi et il était avec nous à partir de Barded. Ont participé à ce programme Hossein El-Hounein, ancien conseiller politique des anciens chefs du gouvernement d'Irak, Adel El-Mahdi et Mustafa Al-Kadhimi. Sinan Ölgen, fondateur du Centre de recherche pour l'économie et la politique étrangère de la Turquie, EDAM Think Tank. Ziad Hafez, anciennement secrétaire général de la Conférence arabe et du Forum nationaliste. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Lakhdar, coordonnée par Sami Hahali. Marim Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 17h. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.